La France compte parmi les destinations touristiques les plus prisées, non seulement pour la beauté de ses paysages, ses montagnes, ses littoraux, mais aussi pour sa culture et ses traditions parfois centenaires. À ce titre, l'artisanat est de plus en plus mis en valeur dans nos belles régions, ainsi que dans la capitale où se tiennent de nombreux marchés, tels que celui de Saint-Martin. Artisan, c'est justement le métier qu'a choisi d'exercer Béranger Bruns. Le père de famille de 43 ans détient plusieurs boutiques à Paris, dont Tutto Buono, une charcuterie italienne traditionnelle du marché Saint-Martin. Béranger est un homme qui a le sens de la famille et qui n'hésite pas à travailler dur afin de subvenir aux besoins de ses proches. Comme la plupart de ses confrères, il ne compte pas ses heures, se levant bien souvent aux aurores pour préparer sa boutique afin que tout soit prêt pour l'ouverture. Cette nuit, du 20 au 21 février 2005, ne fait pas exception à la règle, bien que Béranger Bruns se rend sur place encore plus tôt que d'habitude. Le soleil est encore très loin de se lever, et dans le silence du quartier endormi, Béranger s'affaire avec énergie dans son arrière-boutique. Il tranche, découpe, débite pendant de longues heures, ses lames fendent la chair et le craquement des os et des cartilages résonne. 2 jours plus tard, à Montreuil, Liliane Leroy s'inquiète de n'avoir aucune nouvelle de sa fille, Christelle, et de son petit-fils, Lucas. Christelle devait pourtant déposer Lucas chez sa grand-mère pour les vacances de février. Or, la journée s'achève et elle reste étrangement injoignable. À première vue, aucun point commun ne semble lier ces deux histoires entre elles. Vous allez pourtant découvrir qu'elles le sont bel et bien, et ce, de la plus terrible des manières. Christelle Leroy est une jeune maman de 26 ans. Fluette, le visage doux et angélique, elle semble être une jeune femme fragile et timide. Mais la vie l'a en réalité dotée d'un fort caractère depuis son plus jeune âge, et elle est une femme très solide malgré les apparences. Elle est la 3e d'une famille de 5 enfants, et grandit donc entourée de ses 3 sœurs et de son frère à Montreuil. Les parents travaillent tous les deux, mais sont très présents pour leurs enfants. La petite Christelle évolue dans un foyer semblable à beaucoup d'autres, avec ses hauts et ses bas, entre les chamailleries des frères et sœurs, les devoirs et les moments de détente. Son caractère s'affirme dès son entrée au collège. Christelle est une adolescente plutôt difficile, voire même rebelle, et autant dire qu'elle n'aime pas franchement les études. D'ailleurs, elle n'hésite pas à faire l'école buissonnière pendant plusieurs mois, tout en interceptant les courriers adressés par le directeur du collège à ses parents, suite à ses absences injustifiées. Elle obtient malgré tout un diplôme de vendeuse en boucherie-charcuterie à 16 ans, et saute sur l'occasion pour quitter définitivement les bancs de l'école. Mais elle a beau être têtue et caractérielle, Christelle n'en reste pas moins une rêveuse et une éternelle romantique attendant la venue de son prince charmant. À son jeune âge déjà, elle enchaîne les relations secrètes avec des hommes bien souvent beaucoup plus âgés qu'elle, et grâce à qui elle peut aller au restaurant et partir en vacances. Seulement, un beau jour, elle finit fatalement par tomber enceinte. Paniquée par la nouvelle et ne sachant pas comment réagir, Christelle coupe brusquement les ponts avec ses parents et sa famille. Elle disparaît littéralement en leur laissant croire à une fugue. Elle refuse d'assumer la situation devant ses parents, d'autant plus que le père du bébé est un homme marié. C'est une double problématique trop grande pour la jeune Christelle. Dès qu'il apprend que son amante est enceinte, le mari adultère prend pourtant une décision pour le moins étonnante. Il quitte sa femme afin de vivre son amour avec Christelle et leur futur enfant au grand jour. L'adolescente se prend à rêver d'une vie de mère au foyer, libre et indépendante. Mais ses parents finissent par apprendre la vérité. Il est hors de question que leur fille encore mineure se lance dans une telle histoire et l'oblige à avorter avant que la grossesse ne soit trop avancée. C'est la fin de l'idylle, certes largement discutable sur le plan moral, mais au fond d'elle, Christelle sait qu'elle a trouvé sa voie. Elle veut plus que tout devenir femme au foyer. Il lui faudra attendre plusieurs années avant de tomber sur l'homme qui lui permettra de réaliser son rêve. Gilles, un poissonnier de 16 ans son aîné, lui aussi est déjà marié et père de famille. La relation entre Gilles et Christelle est intense, passionnée, et l'amour règne en maître entre les deux. La jeune femme tombe de nouveau enceinte, mais cette fois-ci, Christelle, qui a dépassé la majorité, choisit de garder cet enfant. L'homme qu'elle aime, de son côté, fait le choix difficile de quitter sa femme actuelle ainsi que ses enfants. Il veut se consacrer pleinement à Christelle ainsi qu'à leur fils, Lucas, qui voit le jour en 2001.
La vie semble enfin prendre le tournant tant espéré par Christelle, qui a attendu pendant des années de tomber sur l'homme qui s'occuperait d'elle et de ses enfants. Pourtant, très vite, elle se sent délaissée et reproche à Gilles d'accorder plus d'importance à ses premiers enfants qu'à Lucas et elle. Elle insiste sur le fait de ne pas être assez attentionnée, trop partagée, et au début de l'année 2004, elle prend la décision de rompre avec le père de son bébé. Du jour au lendemain, Christelle chamboule à nouveau sa vie. Elle quitte son travail ainsi que le logement qu'elle partageait avec Gilles. Comme à son habitude, elle agit comme elle l'entend, sans avertir personne, et retourne ainsi vivre chez sa mère à Montreuil, en région parisienne, en emmenant son fils, Lucas, avec elle. Cela fait à présent quelques mois que Christelle vit avec sa mère et son fils. Il est temps pour elle de retrouver un emploi pour amener plus de stabilité dans sa vie. Elle en déniche un sans peine en déposant un CV au marché de Saint-Martin. Plus précisément, chez Tutto Buono, la petite boutique de charcuterie traiteur de Béranger Bruns. L'homme a 15 ans de plus qu'elle, il est marié et père de 2 enfants. Surtout, il a besoin d'aide pour gérer la boutique qui tourne à plein régime, et seul, il n'est pas capable de tenir le coup. Christelle tombe à pic, il l'embauche immédiatement en tant que vendeuse, et entre les deux, le courant passe tout de suite très bien. Trop bien peut-être. Malgré son mariage qui dure depuis 20 ans, Béranger tombe fou amoureux de Christelle. De son côté, la jeune mère se laisse aussi séduire par son charmant patron, mais aussi par tous les cadeaux dont Béranger la couvre dès le départ. Scooter, bijoux, sac à main, il ne refuse rien à sa maîtresse et lui trouve même un petit appartement à 2 pas du marché Saint-Martin dans lequel il installe Christelle et son fils Lucas. Sauf que cette relation extra-conjugale ne tarde pas à être découverte par la femme de Béranger, car les 2 amants, loin de se cacher, s'affichent au grand jour sur leur lieu de travail, n'hésitant pas à s'embrasser devant les clients, qui connaissent pourtant très bien leur charcutier traiteur, et sa femme. Un mari adultère, une amante couverte de cadeaux et une épouse qui découvre la trahison de son compagnon. Voilà un triangle bien compliqué qui se dessine. En réalité, Béranger aime si passionnément sa nouvelle vendeuse qu'il est prêt à prendre tous les risques pour lui faire plaisir. Bien qu'il n'ait pas la moindre intention de quitter sa femme, il compte bien rester gagnant sur tous les plans. D'ailleurs, cette dernière ne veut pas entendre parler de séparation, alors qu'elle a consacré 20 ans de sa vie à cet homme, le père de ses 2 grandes filles. Hors de question pour elle de tout perdre maintenant. Alors, elle prend sur elle, quitte à accepter l'impossible, partager son mari, tant qu'il ne les abandonne pas, elle et leur fille. Le mari adultère accepte. Bien sûr, c'est même au fond l'espoir fou qu'il nourrissait, et c'est ainsi qu'il obtient tout ce qu'il désire, sans se voir contraint de faire la moindre concession. En ce début d'année 2005, tout semble donc aller pour le mieux pour les 2 amants qui vivent ensemble une relation passionnée. Pourtant, très vite, le caractère de Christelle et de Béranger fait des étincelles. L'un des commerçants du marché Saint-Martin est d'ailleurs témoin d'une scène de ménage qui se déroule en plein milieu du marché. Lorsqu'un beau matin, Christelle arrive sur son lieu de travail avec son manteau de fourrure et ses bijoux, les jetant dans la boutique pour annoncer à Béranger qu'elle le quitte. Béranger ne peut accepter de perdre celle qu'il aime plus que tout, et la rattrape en se mettant à ses pieds et en la suppliant de rester. Finalement, la séparation ne durera que quelques jours avant que Christelle ne revienne sur sa décision. Certainement, les regrets de perdre une situation très confortable pour elle. Mais pourquoi une telle réaction? Qu'est-ce que Christelle peut bien reprocher à celui qui comble ses moindres désirs? La jeune femme se confie à ses sœurs à ce propos et leur avoue que les disputes sont de plus en plus fréquentes. Leur relation devient même tumultueuse avec le temps, car le tempérament de feu de Christelle Leroy se heurte à la personnalité parfois dure et colérique de Béranger Bruns, ce qui ne fait assurément pas bon ménage. Béranger a beau être un commerçant aimable et très apprécié de ses clients, c'est aussi quelqu'un de sanguin, de soupolé. En janvier 2003, l'administration du marché de Saint-Martin lui adresse même un courrier dans lequel il est demandé à Béranger de se calmer suite à la plainte d'un collègue boucher qui l'aurait insulté devant ses clients. Dans cette même lettre, l'administration rappelle à Béranger qu'il a déjà été repris pour avoir giflé une cliente, crié dans le marché ou même porté un coup à l'employé d'un autre commerçant. Visiblement, on n'emmerde pas Béranger. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les débordements ne sont pas rares chez Béranger. Cette perte de contrôle, ces crises de colère, Christelle commence à s'en plaindre à ses sœurs et leur dit même qu'il peut se montrer particulièrement méchant. Elle poursuit tout de même sa relation avec son patron et tombe enceinte de lui pour la première fois en fin d'année 2004. Au moment où Christelle apprend la nouvelle de sa grossesse, elle vient à nouveau de quitter Béranger.
Étant séparée du père de son futur bébé, la jeune femme choisit de ne pas garder l'enfant et avorte. Béranger, de son côté, est loin d'être prêt à laisser partir l'amour de sa vie, celle qu'il aime monstrueusement, comme il l'écrit lui-même en tentant désespérément de renouer avec Christelle. Le charcutier du marché Saint-Martin la supplie, lui promet qu'il ne peut pas respirer sans elle et qu'il ferait n'importe quoi pour qu'elle leur donne une nouvelle chance. Pendant cette période de rupture, Béranger n'est plus que l'ombre de lui-même. Peu de temps après, ses efforts et son insistance finissent par payer, car finalement, Christelle retombe entre ses bras, amoureuse, certes, mais aussi bien consciente de tout ce que Béranger est prêt à lui offrir. Cette relation passionnée reprend avec le même feu qu'au début, et parfois elle pousse les deux amants à bout. Christelle, qui sait ce qu'elle veut et ne se laisse pas marcher dessus, reste néanmoins une jeune femme instable et sanguine, tout comme Béranger, qui, à la différence de sa maîtresse, ne se contente pas des éclats de voix, et tape parfois des poings dans les murs. Malgré leurs sentiments respectifs, le temps ne fait qu'exacerber les tensions entre Christelle et Béranger, qui ont tous deux des caractères explosifs. Les disputes s'enchaînent, les moments de répit et de bonheur se font plus courts, et plus rares aussi, et les reproches s'accumulent. Le couple tumultueux devient un peu comme une flaque d'essence, au-dessus de laquelle il suffirait de craquer une allumette pour que tout s'enflamme. Malgré cela, leur histoire tient bon. Puis tout à coup, Christelle, qui est d'habitude si proche de sa famille, n'appelle plus sa mère, ni ses sœurs. Nous sommes au mois de février 2005, et les vacances scolaires approchent à grands pas pour Lucas, le fils de Christelle. Elle devait le déposer chez Liliane, sa mère, pour que Lucas passe quelques jours auprès de sa grand-mère. Mais Christelle ne se présente jamais, ne décroche pas son téléphone, ne donne aucun signe de vie. Pourtant, Lucas trépignait d'impatience à l'idée de passer ses vacances chez sa grand-mère. C'est justement pour cette raison que, la semaine précédente, Christelle avait précisé qu'ils viendront tôt dans la journée. La mère et les sœurs de Christelle passent de longues heures à essayer de joindre la jeune femme, craignant qu'elle ait eu un accident sur la route. Mais à chaque fois, elle tombe sur le répondeur, comme si Christelle avait délibérément éteint son téléphone. En fin de journée, Liliane reçoit enfin un appel. Mais ce n'est malheureusement pas la voix de sa fille qu'elle entend lorsqu'elle décroche. Il s'agit de Gilles, le père de Lucas et ex-compagnon de Christelle. L'inquiétude transparaît clairement dans sa voix lorsqu'il annonce que Christelle et Lucas ne lui ont pas donné de nouvelles depuis 2 jours, alors que la mère et le fils étaient tous les deux invités à un anniversaire avec le père de Lucas et qu'elle avait confirmé leur venue. Christelle et Lucas ne se sont jamais rendus à l'anniversaire et surtout, depuis 2 jours, ils semblent tous deux s'être complètement volatilisés. Suite à cet appel, Elodie, l'une des sœurs de Christelle, décide de se rendre immédiatement au commissariat de Montreuil afin de déposer une main courante pour disparition. Christelle a toujours été proche de ses sœurs et le fait qu'elle les laisse sans la moindre nouvelle est loin d'être normal. À ses yeux, il lui est forcément arrivé quelque chose. Au mois de février 2005, Christelle Leroy ainsi que son fils Lucas ne donnent plus signe de vie depuis plusieurs jours. Ce silence radio est suffisamment inquiétant pour que les proches de la famille décident de contacter la police afin d'obtenir de l'aide. Bien que Lucas soit mineur, il n'a pas disparu tout seul, et Christelle a largement dépassé la majorité puisqu'elle est âgée de 26 ans à ce moment. Alors, malgré le discours alarmiste de la sœur de Christelle, les policiers qui reçoivent la main courante lui répondent que la jeune mère de famille a bien le droit de ne plus donner aucune nouvelle du jour au lendemain, voire même de disparaître complètement avec son fils si elle en a envie. Et puis, on est en période de vacances scolaires, alors qui peut dire qu'elle n'a pas tout simplement décidé de partir quelque part avec Lucas pour profiter d'un peu de repos ? Les policiers tentent de dédramatiser la situation car pour eux, Christelle et Lucas réapparaîtront le jour de la rentrée. Il n'y a pas de souci à se faire. La famille de Christelle, dépitée et rongée par l'inquiétude, se sent complètement abandonnée par les forces de l'ordre. L'instinct maternel de Liliane, sa mère, lui répète que quelque chose de grave s'est produit. Elle pense tout de suite au pire, car elle sait au fond d'elle que Christelle n'aurait jamais disparu de cette façon si quelqu'un ne l'y avait pas contrainte. Déjà, elle n'a jamais agi de la sorte, alors pourquoi le faire aujourd'hui ? Ensuite, elle a pour habitude de se confier à ses sœurs. Il n'y a pas réellement de secret dans la famille et aucun conflit n'est apparu non plus. Qu'est-il arrivé à Christelle et son fils ? Sont-ils détenus quelque part contre leur volonté ? Ont-ils été agressés ? Ou pire encore ? Les proches de Christelle et Lucas n'ont en tout cas qu'un seul nom sur les lèvres, Béranger Bruns, son patron et amant. Le lendemain matin, justement, le portable d'Elodie, la sœur de Christelle, sonne.
C'est Béranger qui passe ce coup de fil pour prévenir celle-ci que sa sœur ne s'est pas rendue au travail depuis 2 jours et qu'il est lui aussi très inquiet. Béranger ne comprend pas pourquoi son employé et maîtresse a disparu du jour au lendemain et demande à Elodie de l'informer de la moindre nouvelle qu'elle pourrait avoir concernant Christelle. Il indique aussi être en possession d'un double des clés de l'appartement de Christelle et propose à Elodie d'aller voir sur place si sa sœur s'y trouve ou s'il y a un indice sur sa localisation. Elodie ne perd pas une seconde. Sa mère et elle vont tout de suite voir Béranger dans sa charcuterie du marché Saint-Martin afin de récupérer les clés. Mais une fois arrivé dans la boutique de l'homme, un détail saute tout de suite aux yeux d'Elodie. Le patron de sa sœur a le visage griffé, comme s'il s'était récemment battu. Elodie pose aussitôt la question qui lui brûle les lèvres. Elle demande à Béranger ce qu'il a bien pu lui arriver. Ce à quoi l'homme répond que l'une de ses vitrines lui est tout simplement tombée dessus. La réponse surprend les deux femmes, d'autant plus que le petit ami de Christelle semble à cet instant extrêmement nerveux. Et sa justification ressemble à une explication donnée à l'improviste. Le doute s'installe fortement dans l'esprit de Liliane et Elodie, qui ne cessent de penser à tout ce que Christelle leur a confié sur les crises de violence de Béranger. Leur intuition les tiraille. Seulement, l'urgence est d'abord d'aller chez Christelle pour espérer la trouver ou, au moins, des indices qui pourraient expliquer sa disparition. Elles se rendent donc en toute hâte à l'appartement de Christelle, sans réellement savoir à quoi s'attendre. Le cœur battant, fébrile, Elodie enfonce les clés dans la serrure et pénètre dans le petit 2 pièces. Sa mère et elle font rapidement le tour du logement, sans trouver la moindre trace de Christelle ou Lucas. Rien ne semble avoir disparu, bien au contraire. Les lieux apparaissent étrangement figés, comme si Christelle allait franchir la porte d'un instant à l'autre. Son sac à main est là, sur la table, ainsi que ses cigarettes, dont elle ne se sépare jamais. Les tétines de Lucas sont là, à leur place, le frigo est plein, et les manteaux de Christelle et de Lucas sont suspendus dans l'entrée, ce qui signifie qu'ils seraient partis sans vêtements chauds, en plein hiver. Christelle avait aussi un chien, Mabel, un petit cocker adopté à la SPA, qui n'est pas non plus sur les lieux. Toutes les affaires de la petite famille se trouvent dans le logement. Il ne manque que les locataires du petit appartement. Elodie sent bien que quelque chose ne va pas. Si Christelle était partie d'elle-même il y a 2 jours, comme l'affirme la police, elle aurait pris quelques affaires. Son sac à main et ses cigarettes au moins. Cette fois-ci, sa mère et elle sont certaines qu'il lui est arrivé quelque chose et qu'elles font face à une mise en scène. Elles quittent l'appartement et foncent au commissariat le plus proche pour tenter une nouvelle fois d'alerter les policiers. Cette fois-ci, les 2 femmes n'oublient pas de dire qu'elles soupçonnent Béranger, l'amant de Christelle, d'être impliqué dans sa disparition. Le récit qu'elles font du comportement de Béranger, de ses griffures, ainsi que l'état de l'appartement, convainc finalement 2 policiers qui les accompagnent chez Christelle, le but étant de vérifier s'il y a réellement lieu de s'inquiéter. Les agents entrent à leur tour dans le salon, mais ne prennent pas la peine de vérifier les autres pièces, et n'y jettent qu'un bref coup d'œil. Pour les 2 femmes, c'est la douche froide, lorsque les policiers leur indiquent avec détachement qu'il n'y a rien de suspect et que tout leur semble en ordre. Preuve à l'appui donc, ils insistent sur la théorie de la disparition volontaire. Christelle est partie avec son fils en vacances, sans prévenir qui que ce soit, tout simplement. Pour les rassurer, ils acceptent tout de même de mener une enquête dans 15 jours, à la fin des vacances, si Christelle et Lucas ne sont toujours pas réapparus. Dans leur rapport, les policiers de la brigade des mineurs, qui ont pris le dossier en charge puisqu'un enfant est impliqué, indiquent même que la famille de Christelle est trop alarmiste. Christelle a disparu avec son enfant Lucas. La famille soupçonne fortement Béranger, l'amant de Christelle, d'avoir commis un acte monstrueux. Mais les policiers ne sont pas du même avis. Pour eux, la jeune femme est en vacances et prend du bon temps. Mais Elodie, la sœur et Liliane, la mère de Christelle, savent qu'il s'est passé quelque chose. Elles en ont la conviction et rien ne peut les faire changer d'avis. Seulement, comment enquêter sans l'aide de la police? Comment pourrait-elle se battre seule pour retrouver Christelle et Lucas sans bénéficier de moyens plus poussés et d'autorisation légale? Leur seul espoir se trouve dans les médias. Elodie et Liliane espèrent que, si la police refuse de les entendre, les médias, eux, se sentiront concernés par la disparition d'une jeune mère de famille et de son fils de 4 ans. Avec un peu de chance, la puissance médiatique mettra la pression sur les autorités, qui bougeront peut-être enfin. Désespérées, mais surtout résignées, elles entreprennent de contacter tous les médias possibles en passant par les grandes chaînes de télévision afin de diffuser un avis de recherche.
Les médias ne sont pas enclins à diffuser la disparition de la jeune femme. Seul un média répond à la famille, mais c'est suffisant. D'ailleurs, si l'affaire de Christelle Leroy intéresse, c'est parce que dans cette rédaction, on comprend bien que la disparition est inquiétante. Le jeudi 24 février, soit 4 jours après la disparition de Christelle, un journaliste du journal se rend avec Liliane ainsi que ses 3 autres filles au domicile de Christelle. À contre-courant des policiers, le journaliste va découvrir de nombreux éléments troublants sur place. L'état de l'appartement interpelle dès qu'il met un pied à l'intérieur. Il remarque notamment des morceaux de pain rassis sur la table, comme si le repas venait tout juste d'être pris et que la mère de famille était partie précipitamment. Dans la salle de bain, il tombe sur un tas de linge sale qui traîne par terre, ainsi qu'un séchoir à linge renversé. Liliane confie au journaliste que sa fille n'avait pas pour habitude de laisser sa salle de bain dans cet état et que cela ne lui ressemble pas. Intrigué, celui-ci vérifie avec plus de précaution chaque recoin de l'appartement. Il se demande si la serrure de la porte d'entrée aurait pu être forcée d'une façon ou d'une autre, et se dirige vers celle-ci, lorsque son regard est attiré par quelque chose. C'est une tache, une toute petite trace brunâtre à côté de la serrure. En tant que journaliste aguerri et habitué aux affaires criminelles, il devine immédiatement qu'il s'agit d'une trace de sang séché. Cette inquiétante découverte le pousse à retourner dans la salle de bain où le séchoir était renversé, pour investiguer de façon plus précise. Malheureusement, il ne tarde pas à découvrir d'autres infimes traces de sang sur la porte de cette pièce. Dès que le journaliste montre les traces de sang à Liliane, la mère de Christelle, celle-ci ne peut retenir un cri. Elle hurle que Béranger a tué sa fille, car elle en est cette fois-ci certaine. Sa fille et son petit-fils sont morts, et l'assassin n'est autre que le petit ami de Christelle. Dans le petit T2 parisien, les proches de Christelle s'effondrent. Il n'y a plus le moindre doute quant au fait qu'il est bien arrivé quelque chose de terrible à Christelle et au petit Lucas. Et même si les traces retrouvées sur les portes sont trop infimes pour laisser présager que quelqu'un ait pu perdre une grosse quantité de sang, la famille de Christelle est à présent résignée quant à retrouver les 2 disparus en vie. Le journaliste, de son côté, fonce au marché Saint-Martin dans l'espoir d'y retrouver Béranger Bruns dans sa boutique. Vu la tournure des événements, il se doute bien que la police va mettre peu de temps à interpeller l'homme sur qui tous les soupçons de la famille se portent. Il sera alors trop tard pour l'interroger. À son grand soulagement, le charcutier du marché est bien là, en train de servir les clients comme d'habitude. Il ignore encore que des traces de sang d'origine indéterminée ont été retrouvées dans l'appartement de Christelle. Le journaliste interpelle Béranger et se présente. Jusqu'ici, tout se passe bien. Béranger est plutôt amical et souriant. Mais dès lors qu'il mentionne Christelle, l'attitude du patron change radicalement. Il se tend, le regard fuyant, et répond simplement que Christelle est une fille un peu bizarre avec un sale caractère. Agacé, Béranger met fin à la conversation avant que le journaliste n'obtienne de nouveaux éléments cruciaux. Mais à l'instar de la famille de Christelle, le journaliste vient à son tour de se forger une conviction solide. Béranger Bruns n'est pas aussi innocent qu'il le prétend, et il est sûrement impliqué dans ce qui est arrivé à Christelle et son enfant. Malgré les soupçons, les témoignages et les preuves, la brigade de recherche des personnes disparues qui vient juste de reprendre l'affaire est loin d'investiguer dans cette direction. Béranger Bruns n'est pas inquiété par qui que ce soit. D'ailleurs, personne n'est suspecté car, pour les enquêteurs, il s'agit toujours d'une simple affaire de disparition. Plusieurs agents de l'identité judiciaire se rendent tout de même chez Christelle afin de faire analyser les fameuses traces de sang retrouvées à plusieurs endroits dans l'appartement. Pour eux, une nouvelle fois, ces taches ensanglantées ne sont pas inquiétantes. Elles sont assez petites, isolées, bien loin de l'idée que l'on peut se faire d'un lieu de crime violent dans lequel on retrouverait des projections sur les murs ou au plafond. Christelle aurait tout aussi bien pu se blesser à la main en cuisinant. Heureusement, l'une des techniciennes de l'identité judiciaire prend le temps de recouper tous les éléments entre eux. Les déclarations de Christelle au sujet de la violence de Béranger, le frigo plein, l'état de l'appartement, le linge renversé ainsi que les traces de sang, et commence à penser que quelque chose de grave a pu se dérouler dans cet appartement. La scène est figée et face à l'interrogation des enquêteurs, on procède à des analyses plus poussées à la recherche de la moindre trace suspecte. Sauf qu'à ce stade, la disparition de Christelle et Lucas n'est toujours pas considérée comme une affaire criminelle.
Et c'est toujours la brigade de recherche des personnes disparues qui gère le dossier en attendant qu'ils réapparaissent en rentrant de leurs vacances supposées. Une semaine entière s'est écoulée depuis la main courante déposée par Elodie au commissariat pour signaler la disparition de sa sœur. Dans le cadre de l'enquête, 2 policiers se déplacent jusqu'au marché Saint-Martin pour interroger Béranger Bruns en sa qualité de patron et compagnon de Christelle. En s'approchant de l'homme, derrière son étal, ils remarquent bien les griffures qui commencent à cicatriser sur son visage. Mais ils choisissent délibérément de ne pas lui en parler, tout comme les traces de sang retrouvées dans l'appartement. Béranger, visiblement bouleversé et très affecté, répond à leurs questions et relate les faits du jour de la disparition de Christelle. Selon lui, il raccompagne son employé chez elle à 14h, une fois qu'elle a terminé sa journée de travail. Devant les policiers, Béranger admet qu'une petite dispute a éclaté entre Christelle et lui à cet instant. Cependant, toujours selon lui, ce n'était qu'un désaccord de plus. Cela faisait partie de leur quotidien. C'est la dernière fois que Béranger voit la jeune femme, car à partir de là, lui non plus n'a plus aucune nouvelle de cette dernière. Il a d'ailleurs essayé de savoir ce qu'il se passait en appelant sa sœur, Elodie. Depuis ce fameux dimanche, il a l'impression que sa vie s'est effondrée. Certains de ses collègues du marché Saint-Martin témoignent même l'avoir vu plusieurs fois en pleurs devant sa boutique. Les voisins de Christelle sont aussi interrogés dans la foulée afin de savoir s'ils ont entendu ou vu quelque chose d'inhabituel ce fameux dimanche de février. Mais les policiers ne récoltent aucune information à ce sujet. Pour eux, rien ne permet pour l'heure de mettre en cause Béranger Bruns. Même si la famille de Christelle et Lucas le pointent du doigt, c'est leur parole contre la sienne. Tant qu'ils n'auront pas retrouvé de corps, impossible d'accuser qui que ce soit de meurtre et de faire basculer cette enquête de disparition en enquête pour homicide. Et puis, malgré ses travers, Béranger Bruns est un homme charmant qui a toujours un mot aimable, avec une bonhomie que tous apprécient chez lui. Mais c'est surtout un père de famille, et s'il avait pu s'en prendre à Christelle dans une énième crise de colère, il est difficile pour les policiers de croire qu'il aurait aussi été capable d'assassiner le petit Lucas, 4 ans à peine. Le profil est loin de correspondre. Un mois plus tard, la brigade de recherche des personnes disparues clôt son enquête sans avoir retrouvé la moindre trace de Christelle ou de Lucas. Le dossier est donc transmis à la brigade criminelle qui prend le relais de cette affaire sur laquelle plane encore bien trop de mystères. Pour les enquêteurs à présent en charge du dossier, il faut tout reprendre depuis le début, et cela signifie éplucher les relevés téléphoniques de Christelle les jours précédant sa disparition. Avec surprise, ils découvrent que son téléphone portable borne juste à côté du domicile de Béranger le soir de sa disparition, aux alentours de 22h. Cet élément est plutôt étrange, car si l'on en croit Béranger, il n'a pas revu Christelle depuis 14h, heure à laquelle il la dépose chez elle après sa journée de travail. La brigade criminelle garde précieusement cette découverte en tête lorsqu'elle demande à Elodie, la sœur de Christelle, de l'accompagner dans l'appartement de cette dernière pour fouiller les lieux. Mais une fois sur place, Elodie découvre avec stupeur que le logement a été entièrement vidé. Les denrées alimentaires, les meubles, les vêtements, tout a disparu, comme par enchantement. Est-ce Christelle qui serait revenue entre-temps pour se débarrasser de toutes ses affaires avant de changer de vie définitivement ? Difficile à croire pour Elodie. D'autant que le doute ne dure pas longtemps. Quelques secondes plus tard, Béranger Bruns l'appelle sur son téléphone portable en cherchant à savoir si elle est à l'appartement. Surprise, Elodie réplique en lui demandant comment il peut être au courant du fait qu'elle s'y trouve actuellement. Et le charcutier répond qu'il a relié l'ouverture de la porte d'entrée à une alarme sur son téléphone portable. Elodie l'informe alors qu'elle est bel et bien sur place, mais qu'il ne reste littéralement plus que les 4 murs. Elle interroge Béranger pour savoir s'il est à l'origine de ce déménagement. Effectivement, c'est bien lui qui a vidé le logement. Il a tout fait déplacer dans un garage près de son lieu de travail et a nettoyé à grandes eaux les murs, les portes et le sol, sous prétexte que l'appartement devait bientôt être reloué par la propriétaire. Cela semble tout de même un peu précipité aux yeux des enquêteurs de la brigade criminelle qui se rendent immédiatement au marché Saint-Martin pour fouiller le garage où sont entreposées les affaires de Christelle et de Lucas. Cette fois-ci, il ne s'agit plus seulement de la visite de courtoisie d'un journaliste ou d'agent de la brigade de recherche des personnes disparues. À la vue des policiers de la criminelle, Béranger Bruns s'agite nerveusement et se met subitement à transpirer à grosses gouttes, au point d'en tremper ses vêtements. Ce comportement bizarre, voire presque incriminant, incite les enquêteurs à fouiller méticuleusement le garage.
Il ne tarde pas à mettre la main sur une note qui se trouve au milieu du bazar. Le papier indique que Christelle avait programmé un rendez-vous gynécologique début février à l'hôpital de Montreuil, ce qui laisse à penser qu'elle venait à nouveau de tomber enceinte. Les enquêteurs prennent contact avec le service de gynécologie qui les informe que Christelle n'a jamais honoré son rendez-vous. Était-elle réellement enceinte de Béranger? Avait-elle l'intention d'avorter et de l'annoncer à son patron? Cela pourrait expliquer que Christelle se soit rendue chez Béranger le soir même, au moment où son portable a borné pour la toute dernière fois. Face aux faits et aux incohérences, les agents de la brigade criminelle se demandent si la dispute dont leur a parlé Béranger n'aurait pas pu dégénérer jusqu'au point de non-retour. La brigade criminelle reprend le dossier s'agissant de la disparition de Christelle Leroy et de son enfant Lucas. Béranger Bruns est plus que jamais dans le collimateur des enquêteurs. En tout cas, le principal suspect ne leur dit pas tout, et ils doivent tenter par tous les moyens de soutirer cette vérité qu'ils leur refusent en allant le chercher pour un interrogatoire dans leurs locaux. Le 7 juin 2005, soit environ 3 mois après la disparition de Christelle et Lucas, plusieurs agents de la brigade criminelle interpellent Béranger Bruns sur son lieu de travail au marché Saint-Martin. Béranger se laisse passer les menottes sans protester, comme s'il s'attendait fatalement à ce que les événements prennent cette tournure dramatique. De nouveau, les agents demandent à Béranger Bruns de relater le plus précisément possible le déroulé de la journée du 20 février 2005, jour de la disparition de Christelle et Lucas. Béranger accepte de se plier à l'exercice, et de toute façon, il n'a plus vraiment le choix. Il apporte alors un nouvel élément au dossier, en confiant que le matin du 20 février, Christelle est arrivée très en retard au travail. Alors qu'il l'a cherchée, Béranger l'a surprise en train de siroter un café non loin de la boutique. Mais Christelle n'était pas seule, puisqu'elle était accompagnée du fromager du marché Saint-Martin, ce qui a mis Béranger dans tous ses états. À cause de cet événement, la journée de travail s'est déroulée dans une tension à couper au couteau. Pour le reste, Béranger Bruns réaffirme ce qu'il avait déjà dit auparavant, il a raccompagné sa maîtresse chez elle à 14h, comme à son habitude. Mais ce n'est pas tout. Béranger Bruns semble nettement plus loquace à présent qu'il se trouve dans les bureaux de la police. Car voilà qu'il révèle soudain la véritable raison de la dispute qui a éclaté entre eux, une fois chez Christelle. La jeune femme lui annonce en effet qu'elle est enceinte, mais qu'elle ne compte pas garder le bébé. En réalité, elle est même résolue à le quitter définitivement. Le ton monte brutalement entre les deux amants qui en viennent aux mains, ce qui explique les griffures qu'Elodie et les policiers avaient remarquées sur son visage quelques jours plus tard. Ce n'est donc pas une vitrine qui lui est tombée sur le coin du nez, et cette théorie semble nettement plus plausible. Bruns continue le récit de la journée en expliquant qu'il quitte l'appartement en laissant derrière lui Christelle et Lucas, puis qu'il revient quelques minutes plus tard car il se souvient tout à coup avoir oublié son téléphone portable chez sa maîtresse. Lorsqu'il entre à nouveau dans l'appartement, grâce au double de ses clés, Christelle et Lucas ne sont plus là, et d'étranges taches de sang sont apparues dans la salle de bain. Dans ce genre de situation où votre compagne et son enfant disparaissent soudainement en laissant des marques ensanglantées derrière eux, le premier sentiment à vous gagner serait certainement l'inquiétude. Mais pas Béranger Bruns, qui se contente de nettoyer grossièrement les traces de sang sans avertir qui que ce soit. Heureusement, la chance est de son côté ce jour-là, car il tombe justement sur Christelle dans la rue après avoir quitté l'appartement. La jeune femme répond aux interrogations de son compagnon et lui confirme qu'il vient de se passer quelque chose de grave. Mais elle refuse de lui en apprendre davantage, se contentant de lui demander de l'argent pour s'enfuir, ce qu'elle fait avec le peu qu'elle a sur elle, son téléphone et ses papiers. Cette fois-ci, il l'assure, cette nouvelle version est la stricte vérité. À ce stade de l'interrogatoire, les policiers se contentent simplement d'enregistrer la déclaration de Béranger sans remettre quoi que ce soit en question. Mais ils sont loin d'en avoir terminé avec le charcutier du marché Saint-Martin. Après quelques heures, la garde à vue se poursuit avec un second interrogatoire. Les policiers savent pertinemment que Béranger Bruns leur ment et choisissent de jouer le tout pour le tout en lui révélant le seul élément qui joue en leur faveur, le portable de Christelle, qui borne près du domicile de Béranger le soir du 20 février. Béranger n'avait pas connaissance de cette information qui le déstabilise brusquement. Pendant quelques minutes, il se mue dans un silence confus, incapable d'apporter une réponse plausible à cette incohérence flagrante. Finalement, il avoue avoir étranglé Christelle et son fils Lucas, puis étouffé la petite chienne de la famille.
Le terrible récit de cette journée d'horreur est enfin dévoilé. Béranger explique que Christelle et lui ont effectivement eu une violente dispute dans la salle de bain. Cette dernière l'aurait giflé, puis Lucas serait entré dans la pièce au même moment, ramassant les foudres de Béranger qui le pousse violemment vers la porte. Lucas se blesse, commence à saigner du nez et court se réfugier dans sa chambre. Cette violence inouïe envers un enfant aurait pu permettre au père de famille de reprendre ses esprits, de prendre conscience de la gravité de son geste et de s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Malheureusement, c'est le contraire qui se produit. Béranger ne se contrôle plus, explose dans un geste de colère et s'en prend à Christelle, qui l'étrangle de toutes ses forces jusqu'à ce qu'elle tombe au sol, sans vie. Une fois Christelle morte, Béranger Brown se dirige vers la chambre de Lucas. Il attrape le petit, le traîne jusque dans la salle de bain où il lui fera subir le même sort qu'à sa mère. Vient ensuite le tour de Mabel, la jeune coquère, qui l'étouffe après avoir disposé les corps de Lucas et de Christelle sur le lit. Après avoir commis ces actes d'une atrocité sans nom, Béranger Brown se reprend et réalise qu'il doit continuer sa journée normalement s'il ne veut pas attirer l'attention. Il avait prévu de retrouver sa femme cet après-midi-là, et c'est ce qu'il fait en l'emmenant faire les magasins. Lorsqu'elle prend son poste d'infirmière de nuit à 21h, Béranger se précipite de nouveau chez Christelle pour effacer ses traces et se débarrasser des corps. Il enroule les dépouilles de Christelle, de Lucas et de Mabel dans de grands sacs poubelles avant de les hisser dans le coffre de son 4x4 sans que personne n'aperçoive son petit manège. Le meurtrier roule jusqu'au marché Saint-Martin, se gare sur le parking désert et transporte les corps dans son arrière-boutique, le seul endroit où il est certain de ne pas être dérangé à cette heure tardive. Surtout, sur place, il a tous les outils à disposition pour mener à bien son objectif, démembrer les corps de Christelle et de son petit garçon. Après avoir noué son tablier de travail pour ne pas se salir avec le sang de ses victimes, Béranger Brown se met à la tâche et découpe méticuleusement les corps. Après cela, le charcutier jette les morceaux dans plusieurs sacs poubelles, mais garde les têtes de Christelle et de Lucas dans sa chambre froide de peur que quelqu'un ne les découvre. Une partie de la journée du lendemain se résumera à parcourir la capitale pour jeter les sacs contenant les différentes parties de corps dans des poubelles devant lesquelles il s'arrête aléatoirement. Il revient ensuite dans sa boutique pour finir sa besogne en plaçant les têtes de Christelle et de Lucas dans des pots industriels de crème fraîche qu'il remplit de ciment. Ces grands pots terminent leur course dans les poubelles du marché Saint-Martin. Sur place, devant les clients et les collègues qui sont très loin de se douter qu'ils contiennent en réalité des têtes humaines. Évidemment, 3 mois plus tard, les camions poubelles ont largement eu le temps de passer et de faire disparaître à tout jamais les corps de Christelle et de Lucas. Mais les investigations menées dans le laboratoire de Béranger confirment bien ses aveux. Pour les enquêteurs de la brigade criminelle, choqués d'entendre un tel récit, le plus dur reste encore à faire. Ils ont la difficile mission d'informer les proches de Christelle et Lucas de la terrible vérité. Ce qu'ils font dès le lendemain. La famille des victimes s'effondre lorsqu'elle apprend la nouvelle. Bien qu'ils aient toujours soupçonné Béranger Brown d'être impliqué dans la disparition de Christelle et Lucas, les détails du double meurtre sont tout bonnement insoutenables. Le procès se tient 2 ans plus tard devant la cour d'assises de Paris, en février 2007. Tout l'enjeu de ce procès est de comprendre ce qui a bien pu faire basculer Béranger Brown dans l'horreur cette journée du 20 février 2005. Car s'il explique le meurtre de Christelle par la gifle qu'elle lui aurait portée et qui aurait tout déclenché, tout le monde se demande pourquoi il s'en est pris au petit Lucas, âgé de 4 ans à peine. Béranger n'a pas d'explication à donner au sujet de Lucas. Il indique simplement que le petit garçon était présent au mauvais endroit, au mauvais moment, ce qui ne concorde absolument pas avec l'hypothèse d'un crime passionnel. Rien ne pourra jamais expliquer le massacre qu'a opéré ce commerçant auparavant apprécié de tous, bon père de famille, et qui a un jour laissé exploser sa violence et sa frustration sous la forme la plus ignoble. Le plus ahurissant dans toute cette affaire, c'est peut-être le comportement de la femme de Béranger Brown, qui a toujours pris le parti de cet homme qu'elle aime et qui est le père de ses enfants. Elle reconnaît sa culpabilité dans le double homicide, mais affirme que son mari n'est pas cet homme et qu'il a simplement perdu tout contrôle ce dimanche de février 2005. L'épouse, dévouée, soutient aussi son mari tout au long du procès. Le verdict tombe au terme du procès. Béranger Brown est condamné à 30 ans de réclusion sans peine de sûreté.
Ce qui signifie qu'il pourra sortir bien avant la fin de sa condamnation en faisant jouer le système des remises de peine. Selon les dernières informations, la femme de Béranger Bruns continuerait aujourd'hui encore de lui rendre visite toutes les semaines en prison. La famille de Christelle et de Lucas, elle, est détruite à tout jamais. Voici pour cette affreuse histoire. Si vous êtes arrivé jusque-là, inscrivez le mot boucher en commentaire pour montrer que vous êtes les meilleurs. Vous pouvez aussi vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Bye.